Bonjour, je suis Mélodie Lopez et je suis la créatrice de Happy Kids. Je suis également animatrice d'atelier Filiosa. Donc, il s'agit d'ateliers de soutien à la parentalité qui ont été créés par Isabelle Filiosa. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le thème de la fratrie. Alors, je suis moi-même maman d'une fratrie de 4 enfants qui sont nés en 2011, 2014, 2016 et 2020. Et je sais que c'est un sujet qui soulève de nombreuses questions. On va commencer par parler de l'arrivée du bébé, donc de la première fois où notre premier enfant va devenir grand frère ou grande sœur. Effectivement, c'est une période qui représente un gros chamboulement dans la vie de l'enfant, puisqu'on va venir déséquilibrer la famille. On passe d'un enfant qui a son père et sa mère, ou en tout cas ses deux parents pour lui tout seul, à d'un seul coup, il va falloir partager ses parents. Donc, ça peut perturber. Donc, pour que l'arrivée du bébé se prépare dans de bonnes conditions, on va préparer l'enfant à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur. C'est une arrivée qu'on a tendance un peu à idéaliser auprès des enfants en disant ça va être super, tu vas être grand frère, tu vas être grande sœur, tu vas pouvoir jouer avec ton petit frère ou ta petite sœur. Or, quand le bébé arrive, eh bien, ça peut être un peu décevant pour l'aîné de voir que ce bébé qui arrive à la maison, en fait, on ne peut pas du tout jouer avec lui. Il passe son temps à dormir ou à pleurer, ou on a besoin de lui changer la couche, mais c'est pas encore trop rigolo. Donc ça peut être intéressant pendant la grossesse de préparer l'enfant au fait que quand le bébé va arriver, il va avoir énormément besoin de ses parents pour l'aider à bien grandir. Et que lui-même, il peut avoir un rôle pour l'aider à grandir, en lui faisant des sourires, en lui faisant des câlins, en lui faisant, par exemple, suivant l'âge de l'enfant, il peut lui faire des massages au niveau des pieds, au niveau des mains. Est-ce que tu aimes bien faire ça? Oui. Voilà, donner un rôle à l'aîné, ce qui va le valoriser. On peut également lui remontrer des photos de lui quand il était bébé, pour qu'il puisse prendre conscience de l'état dans lequel il était quand il est arrivé à la maison et des progrès qu'il a fait ensuite. Ce qu'on peut avoir tendance à dire aussi à notre aîné pour le préparer à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur, c'est qu'on va l'aimer toujours pareil. Or, un enfant, il mesure l'amour qu'on lui porte au temps qu'on va passer avec lui. Et on sait très bien que quand le bébé arrive à la maison, on va avoir besoin de beaucoup de temps à consacrer pour ce bébé. On va l'avoir souvent dans les bras, et donc l'aîné, il peut se sentir délaissé, et donc il peut penser qu'on l'aime moins. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on peut préparer l'enfant, en lui disant que le bébé, encore une fois, pour bien grandir, il a besoin d'être dans les bras, il a besoin de beaucoup de câlins, et que grâce à ça, il va avoir une base bien solide pour grandir comme il faut et se sentir bien ensuite. Et on va lui expliquer que on va être effectivement moins disponible pour lui, que ça risque de ne pas être très rigolo des fois où il aura envie qu'on joue avec lui et nous on sera en train par exemple de donner à manger au bébé et ça va être plus compliqué pour nous de passer du temps avec lui. Ensuite, une des questions qui revient souvent lorsqu'on aborde le thème de la fratrie, c'est les questions de jalousie, de conflit. Donc il y a des études qui ont été publiées justement sur le rang de l'enfant au sein de la fratrie, suivant si on est l'aîné, le cadet, ou alors si on est le troisième, le quatrième enfant. Et parfois, on peut entendre que ça influe sur la personnalité et sur le comportement de l'enfant. Mais a priori, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on ne peut pas lier ces aspects-là à simplement le rang au sein de la fratrie. Par contre, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est que le rang au sein de la fratrie a un impact sur les compétences sociales de l'enfant. En effet, l'aîné, par exemple, il va arriver dans un couple de parents et il a le couple de parents pour lui tout seul. Donc, certes, un couple de parents qui est encore inexpérimenté, mais qui va avoir encore des relations d'adultes et des interactions entre adultes.
L'aîné, dans ce cas-là, il a plus une position où il va dominer le reste de la fratrie. Ensuite, le second, il va avoir 2 adultes pour lui, plus un enfant, donc il arrive déjà au sein d'un petit groupe. Et souvent, il va développer une admiration pour le premier de la fratrie. Le dernier d'une fratrie de 3, par exemple, il va arriver, lui, dans un groupe plus important. Et donc, on voit que là aussi, ça a un impact sur ses compétences sociales, puisqu'il va apprendre très vite à appartenir à un grand groupe. On peut voir le fait que faire partie d'une fratrie, c'est vivre de nombreuses opportunités pour développer des compétences sociales. Et c'est notre rôle de parents, en fait, de leur enseigner ces compétences sociales. Lorsque les enfants se disputent, on peut expliquer, par exemple, à l'enfant que ça peut être une tentative de rapprochement. Je sais que moi, ça arrive souvent qu'il y ait mes enfants qui disent, par exemple, « t'es méchant », qui commencent à se chercher, surtout ma fille avec mon deuxième garçon. Et en fait, on se rend compte que c'est sa technique à elle pour attirer son attention, jouer avec lui. Et donc, une fois que mon deuxième garçon a compris que c'était sa technique à elle pour se rapprocher de lui, il va lui faire exprimer clairement « là, tu as envie de jouer avec moi, c'est pas la peine de m'embêter, juste dis-moi que tu veux jouer avec moi et on joue ensemble ». On va parler maintenant de jalousie, et notamment de la jalousie du cadet envers l'aîné. Ça peut s'expliquer par différents facteurs. L'aîné, c'est le premier arrivé au sein de la fratrie et il a plus de compétences, plus de liberté, plus de droits, plus de succès. Et c'est pas évident pour le cadet de cohabiter avec quelqu'un au-dessus de soi en permanence et quelqu'un qui va avoir tendance à admirer beaucoup. Donc on va aider le plus jeune, ça va être notre rôle de parent, d'accompagner le plus jeune pour mieux vivre cette situation, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir inverser l'ordre au sein de la fratrie. Et on va aider le plus jeune pour qu'il se dévalorise moins. Donc pour cela, on peut explorer différentes pistes. Par exemple, on peut lui refaire penser à lui quand il était bébé et les différentes étapes par lesquelles il est passé pour arriver aux compétences qu'il a aujourd'hui. Par exemple, quand il était bébé, il ne savait pas encore marcher, il ne savait pas encore parler, il ne savait pas encore dessiner. Et c'est quelque chose qu'il a appris au fur et à mesure, donc qu'il est capable de progrès. Et que les compétences qu'a son grand frère ou sa grande sœur, il est capable de les acquérir. Et voilà, il va falloir des apprentissages pour arriver jusque-là, mais c'est possible. On peut se comparer ensuite, nous, adultes. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est compétent partout. Par exemple, moi, je sais absolument pas jouer de la guitare, c'est pas une de mes compétences. Et donc, je peux expliquer ça à mes enfants, que si j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare, eh bien, il va falloir que je fasse des efforts et que j'aurai une belle marge de progression pour y parvenir. On va également, pour inciter l'enfant à ne pas se dévaloriser, développer le pouvoir personnel de celui-ci. Par exemple, les techniques qu'on peut utiliser, c'est on peut faire un jeu. On sait que notre enfant est super fort dans ce jeu-là et qu'il va gagner. Par exemple, quand je joue au Memory avec mes enfants, ils gagnent tout le temps. Ils ont une bien meilleure mémoire que moi. Ou alors, quand je joue à Bazar Bizarre, ils ont une capacité d'inhibition qui est plus importante que la mienne. Et donc, ils sont assez fiers de faire des parties de Bazar Bizarre contre moi parce qu'ils gagnent à tous les coups. Ensuite, on va parler des différentes sources de conflits. Donc ça c'est pareil, on a parlé de la jalousie. Les sources de conflit, elles sont multiples au sein d'une fratrie. On peut trouver plein d'occasions de se disputer. On peut citer par exemple les conflits de territoire. Donc pour résoudre des conflits de territoire, on va proposer à nos enfants de délimiter des espaces, de mettre des règles. Par exemple, sur ce qui appartient à l'aîné et qu'il a envie de prêter, des règles sur ce qui appartient à l'aîné et qu'il n'a pas envie de partager, des règles sur ce qui appartient par exemple au cadet et qu'il n'a pas envie de partager non plus. L'idée, c'est vraiment que tous les enfants se mettent d'accord sur les règles. Ensuite, lorsque 2 enfants se disputent un même jouet,
Ça se voit notamment beaucoup chez les enfants qui sont plus jeunes. Il y a par exemple un enfant qui va commencer à jouer avec les cubes, l'autre enfant était en train de jouer avec un bébé par exemple. Et bien d'un seul coup, les deux enfants veulent jouer au cube. Ça peut s'expliquer par les neurones miroirs. Donc ça pareil, on peut l'expliquer aux enfants, ils le comprennent assez facilement, assez jeunes, que s'il a envie du même jouet que lui, c'est pas pour embêter son frère, c'est parce que dans son cerveau, il y a ces neurones miroirs qui l'incitent à faire la même chose. Ensuite, au niveau des sources de conflit, on peut citer le besoin d'attention. Quand on a envie de jouer avec son frère ou sa sœur et qu'il refuse, eh bien rentrer dans le conflit, c'est super efficace pour l'attirer, à la fois lui, et pour attirer à la fois les parents. Ensuite, au niveau des sources de conflit, on peut citer les enjeux de pouvoir. C'est notamment le cas lorsqu'un enfant a très peu de pouvoir personnel, eh bien, il va essayer de se rattraper en générant des conflits avec son frère ou sa sœur et il va reprendre du pouvoir sur la situation. On peut parler maintenant de la violence entre les enfants. C'est important de bien citer à la fois la violence physique, donc se tirer les cheveux, se mordre, se taper, se donner des coups de pied, mais la violence morale est aussi importante. Le poids des mots peut avoir des conséquences aussi sur le comportement des enfants. Pourquoi les enfants ils sont violents entre eux ? La violence, elle a un rôle. Elle permet plusieurs choses. Elle permet d'éviter la douleur. Ça inhibe en fait cette partie-là. Elle permet de décharger les tensions. Quand j'ai plein de tensions dans mon corps, eh bien, il faut qu'elles sortent et ça peut passer par donner un coup par exemple. La violence, elle sert aussi à confirmer une étiquette qu'on aura tendance à poser à l'enfant. Par exemple, lorsqu'on dit qu'un enfant est méchant, eh bien l'enfant, il va s'approprier cette étiquette-là et il va incarner l'enfant méchant. La violence permet également d'avoir du pouvoir, de rétablir du pouvoir, puisqu'on va être dans l'action et on va se sentir fort. Et la violence, elle a également un rôle pour lutter contre l'ennui. Donc notre rôle de parent, ça va être de nourrir ses besoins, donc de les comprendre déjà, et de nourrir ses besoins autrement. Que l'enfant n'ait plus besoin d'avoir recours à la violence pour assouvir ses besoins. Par rapport à cette violence, je vais revenir sur une question qu'on m'a posée sur Instagram, je crois. C'est à quel moment, moi en tant que parent, je dois intervenir lorsqu'il y a un conflit entre mes enfants. Donc on va faire une première partie, j'interviens pas, et une deuxième partie où j'interviens. Quand est-ce que j'interviens pas ? Eh bien déjà quand moi-même je suis énervée parce que j'aurai pas une réaction appropriée. Si je suis moi-même sous stress, ça va être compliqué d'enseigner à mes enfants une aptitude, une compétence dans ce conflit-là. Donc avant, il va falloir que je régule mon propre stress. Ensuite, je n'interviens pas lorsque les enfants s'entraînent à la bagarre. C'est important, ça fait partie de leur développement. Et ça permet de mesurer aussi leur force, de jouer à la bagarre. Tant que ça reste un jeu, que c'est bon enfant qui ne se font pas mal, alors on peut les laisser se bagarrer. Et si je sais que mes enfants sont en train de se bagarrer, mais qu'ils ont les outils pour résoudre le conflit, alors j'ai pas besoin d'intervenir non plus. Par contre, je vais intervenir s'il y a un risque de blessure, que ce soit un risque de blessure physique ou un risque de blessure morale. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence, elle n'est pas forcément physique, elle peut passer par les mots. Ensuite, si mes enfants n'ont pas encore les compétences sociales nécessaires pour faire face à ce conflit, alors je vais intervenir et je vais utiliser cette situation-là pour leur enseigner quelque chose, pour qu'à la prochaine dispute ou à la prochaine bagarre, ils aient la ressource en eux. Bien sûr, ça demande du travail. C'est pas parce que je leur ai dit une fois sur une bagarre qu'ils vont s'approprier l'outil tout de suite et résoudre les conflits. Après, vous le savez, quand on est parent, on répète beaucoup et on agit beaucoup.
puisque les enfants, ils vont apprendre par mimétisme, donc ils vont voir comment moi, je gère un conflit. Si je leur enseigne une compétence, mais que je ne l'applique pas à moi-même lors d'un conflit, il y a peu de chances que ça marche avec les enfants. J'interviens également quand il y a un autre enjeu, quand il y a quelque chose qui est sous-jacent à ce conflit. Quand je sais que en fait, c'est un prétexte et que ça motive à blesser l'autre indirectement. Donc on a vu quand est-ce que je peux intervenir moi en tant que parent pour aider mes enfants à résoudre un conflit. On va voir maintenant comment on s'y prend, comment on résout un conflit entre nos enfants. Déjà, on peut commencer par dire stop. Ça permet d'interrompre l'action. Et stop, c'est un mot clair, un mot qui est fort, plutôt que de dire non, on ne fait pas ça. Voilà, stop, c'est rapide, ça arrive tout de suite au cerveau et l'information est disponible rapidement. Ensuite, je vais mettre à hauteur d'enfant. Le but, c'est de ne pas les dominer, mais plutôt de se mettre à leur hauteur pour leur enseigner quelque chose et pour éviter aussi cette réaction de stress. Si j'arrive, je fais des gros yeux, je mets les mains sur les hanches, eh bien, leur cerveau sera moins disponible pour réceptionner des informations qui pourraient les aider. Ensuite, je dois rester neutre puisque généralement quand on arrive dans la situation, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, qui a commencé, qui pourrait être en tort, etc. Donc on va décrire ce qu'on voit, décrire ce qu'on entend, si c'est de la violence verbale par exemple. On va proposer ensuite à chaque enfant de verbaliser la situation. Donc c'est important que les deux parties s'expriment de manière équitable. Puis une fois que les enfants se sont exprimés, on va leur enseigner des techniques pour résoudre le conflit. Là, c'est important de les faire participer et de faire en sorte qu'eux-mêmes émettent des solutions ou des issues pour résoudre ce conflit afin de les rendre vraiment acteurs et responsables de ça. Il faut avoir en tête qu'au sein d'une fratrie, il y a deux besoins qui sont importants de nourrir. Il y a le sentiment d'appartenance, on appartient au groupe familial, et il y a le sentiment d'avoir du pouvoir personnel. Voilà, c'est vraiment deux besoins qui doivent être équilibrés et nourris. Après, pour avoir plus d'informations, il y a les ateliers Filiosa justement qui sont dédiés à la fratrie, il me semble. Oui, c'est le troisième. Il y a le premier, c'est Stop aux crises, le deuxième, c'est sur les émotions, et le troisième, c'est sur la fratrie, où on aborde plus en détail justement toutes les techniques de résolution de conflits. Il y a par exemple les conseils de famille qu'on peut mettre en place et qui aident à résoudre les conflits au sein des fratries, le cercle de parole, les groupes d'expression. Mais ce qu'on peut retenir, c'est déjà, dans un premier temps, on peut agir dès la grossesse en n'idéalisant pas l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur, en étant vraiment pragmatique et réaliste sur ce qui attend l'aîné quant à l'arrivée de son frère ou de sa sœur. Et de garder en tête que les disputes, les conflits, les bagarres, eh bien, ce sont des sources d'apprentissage énormes et c'est quand même un gros atout pour les enfants qui font partie d'une fratrie, puisque tout ça va être prétexte à apprendre des compétences sociales et relationnelles qui leur seront utiles ensuite dans leur vie en société. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est que pour accompagner nos enfants, eh bien, c'est toujours pareil. Toutes ces solutions, on peut les connaître, on peut les avoir potassées, lu tous les livres, écouté toutes les conférences à ce sujet-là. Mais si soi-même, en tant qu'adulte, on est fatigué, on est stressé, ça va être compliqué à mettre en place. Donc c'est toujours important de penser à réguler en premier notre propre stress, faire en sorte d'être disponible déjà pour soi avant de l'être pour nos enfants. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo YouTube. Après, je suis disponible également sur Facebook, donc c'est la page Happy Blog, ou sur Instagram. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À bientôt!